Nous avons tous déjà étudié l'histoire à l'école. Mais quelqu'un a-t-il déjà eu l'impression d'apprendre toujours les mêmes choses? Et il y a beaucoup de choses intéressantes que les livres d'histoire ont omis. Par exemple, ce qu'il advenait des cadavres après les grandes guerres, la raison pour laquelle la reine Elisabeth portait vraiment tout ce maquillage de clown, ou certaines des façons incontestablement bizarres dont les gens essayaient de guérir la peste. Ai-je piqué votre curiosité? Alors attachez votre ceinture pour cette édition historique de l'ultime émission des faits divers. Qu'est-ce que la grande puanteur de 1858? Au cours de l'été 1858, une odeur insupportable, plus tard connue sous le nom de grande puanteur, a rudement éprouvé la ville de Londres. Les gens s'enfermaient à l'intérieur, exigeant que le gouvernement qui fonctionnait à peine trouve une solution à la puanteur ambiante. Mais d'où venait cette horrible odeur? Pendant les siècles, la Tamise, fleuve le plus célèbre d'Angleterre, avait servi de décharge pour tous les déchets de Londres, humains, animaliers et industriels. Le problème, bien sûr, était que la quantité de déchets produits par Londres, qui était passée d'un minuscule fort romain à une grande ville métropolitaine, avait également augmenté. Dès le XVIIe siècle, ils se sont vite rendus compte que la Tamise ne pouvait plus servir de grand dépotoir, sans pour autant avoir de solution à ce problème naissant. Et les affaires ont continué comme si de rien n'était, jusqu'au début du XIXe siècle où la grande puanteur ne pouvait plus être ignorée. L'été 1858 était particulièrement chaud. Les rues étaient maintenant remplies des effluves d'eau usée séculaire qui cuisaient sous le soleil brûlant. On raconte que des gens se seraient effondrés dans la rue à cause de la puanteur ou qu'ils auraient subi un pléthore de maladies mortelles qui auraient jailli de la Tamise. Les membres du Parlement souffraient également parce que leur bâtiment donnait sur le fleuve lui-même. Leur premier réflexe était d'arroser les rideaux d'un mélange de chlorure et de chaux. Comme cela n'éliminait pas l'odeur, ils ont envisagé de quitter le quartier de Westminster, bien que leur bâtiment n'y ait été construit que récemment. Finalement, le chimiste et physicien anglais Michael Faraday a écrit une lettre intitulée « Observations on the Field of the Thames » au journal The Times, faisant ainsi pression sur le gouvernement pour qu'il prenne des mesures appropriées. Faraday affirmait avoir jeté des morceaux de papier dans le fleuve, qui ont immédiatement disparu, prouvant que l'ensemble du fleuve était un fluide brun opaque. En un temps record de 18 jours, un projet de loi a été créé, adopté et signé pour rénover la totalité de la Tamise, en mettant en place un nouveau système d'égouts et en construisant des digues le long de ses rives. Enfin, les habitants de Londres pouvaient pousser un énorme soupir de soulagement. Dieu merci qu'il y ait eu Michael Faraday. Bon, arrêtez de vous pincer le nez pendant une seconde et servez-vous de vos doigts à bon escient, en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner. Ainsi, vous pourriez découvrir d'autres choses étranges et merveilleuses qu'on ne vous a jamais enseignées à l'école, ainsi qu'un tas d'autres contenus étonnants. Maintenant, voyageons à nouveau à travers le temps. Pourquoi les bébés ressemblent-ils à d'affreux vieillards dans les œuvres d'art médiévales? Vous avez peut-être ri de l'horrible aspect aplati des chats de l'art médiéval, mais permettez-moi de vous parler d'une chose encore plus odieuse, les bébés médiévaux. Ces soi-disant enfants ressemblent plutôt à des vieillards nains dont le seul but est de s'occuper de leurs terres et de polir leur club de golf. Les artistes médiévaux étaient-ils simplement de mauvais dessinateurs, ou y a-t-il une raison plus profonde? Vous serez surpris d'apprendre que ces effrayants hommes bébés étaient en fait intentionnels. En fait, ces représentations peuvent être interprétées comme un moyen de distinguer l'ère médiévale, qui a débuté au 5e siècle, de l'ère de la Renaissance qui a suivi probablement vers le 14e siècle. À chacune de ces époques, les enfants étaient considérés sous un jour fondamentalement différent, ce qui a eu une incidence sur la manière dont ils étaient représentés dans l'art et la culture populaire. En effet, la plupart de ces bébés médiévaux étaient en fait des représentations de Jésus commandées par des églises, et les conceptions médiévales de Jésus étaient fortement influencées par l'idée de l'homoncule, littéralement petit homme, qui appréhendait Jésus comme un être parfaitement formé et inchangé. Ainsi, cette version homoncule mi-adulte mi-enfant de Jésus est devenue une norme pour peindre tous les enfants. De plus, les artistes de l'époque médiévale étaient moins intéressés par le réalisme ou les formes idéalisées que ceux de la Renaissance. Mais lorsque l'art non religieux a prospéré, les gens ont pu s'offrir des peintures de leurs propres bébés. Comme on pouvait s'y attendre, ils voulaient que leurs bébés ressemblent davantage à d'innocents chérubins qu'à des retraités mécontents. Parallèlement, les enfants étaient de plus en plus considérés comme fondamentalement innocents et nés sans péché. Ainsi, les représentations artistiques des nourrissons ont évolué au mieux,
Des visages qu'une seule mère pouvait aimer aux petites boules de pâte à modeler que nous connaissons aujourd'hui. Comment une maladie du 19e siècle a créé les vampires? De nos jours, les vampires sont omniprésents dans la culture pop. Qu'ils soient enfermés dans des cercueils en Transylvanie ou qu'ils brillent au soleil comme de beaux garçons glorifiés, il est difficile d'imaginer la vie sans ces monstres accros. La plupart des vampires modernes remontent à la publication de Dracula de Bram Stoker en 1897. Mais les origines du concept de vampire sont bien plus profondes. Et tout cela grâce à une maladie qui a ravagé l'Amérique du Nord et l'Europe. Au XVIIIe siècle et pendant la majeure partie du XIXe siècle, une épidémie de tuberculose s'est abattue sur la Nouvelle-Angleterre, anéantissant au final 2% de la population et devenant ainsi l'une des épidémies les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. À l'époque, il n'existait ni vaccin ni antibiotiques pour traiter cette maladie bactérienne hautement infectieuse. Le seul remède consistait à envoyer le patient dans un sanatorium, ce que peu de gens pouvaient se permettre. Il est compréhensible que les gens aient été terrifiés par la maladie, mais pas autant que par les patients atteints de tuberculose. Un médecin du XVIIIe siècle a écrit « La figure émaciée frappe de terreur, le front couvert de gouttes de sueur, les joues d'un cramoisi livide, les yeux sont enfoncés, la respiration est agressive, rapide et laborieuse. » Les victimes souffraient également de fatigue, de perte d'appétit et de poids, comme si quelque chose les vidait de leur vie. La tuberculose a même été surnommée la peste blanche car les patients devenaient de plus en plus pâles. Il est donc facile de comprendre comment ces symptômes ont pu devenir des caractéristiques des vampires modernes. De plus, la tuberculose se transmettait facilement entre les membres d'une même famille, et il fallait parfois plusieurs jours avant que les symptômes ne se manifestent, parfois même après la mort du porteur initial. Cela a entraîné une panique irrationnelle chez les habitants, qui croyaient que des personnes sortaient de leur tombe pour aspirer la vie de leurs proches. Les habitants désespérés réagissaient en déterrant les tombes et en mutilant rituellement leurs morts pour empêcher de déranger les vivants. Parfois, le cadavre était simplement exhumé, retourné et réenterré. Dans des cas plus extrêmes, le cœur était enlevé et brûlé tandis que les membres de la famille inhalaient la fumée dans l'espoir d'empêcher la propagation de la maladie. Ces néo-anglais ne prenaient vraiment aucun risque. C'était une époque assez effrayante et nous pensions que nous étions mal lotis en 2020. Mais voici une question cruciale. À quelle période historique aimeriez-vous le plus voyager si vous en aviez l'occasion? Et pourquoi? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je suis vraiment curieux de connaître votre réponse. Maintenant, revenons à nos faits historiques. La reine Elisabeth a-t-elle été empoisonnée par son propre maquillage? La reine Elisabeth Ier est aussi célèbre pour son maquillage clownesque que pour avoir ordonné l'exécution de sa propre cousine, Marie, reine d'Écosse. Son apparence cosmétique inhabituelle a assez été représentée dans des films. Mais quelle est l'histoire derrière tout cela? En 1562, alors qu'elle avait 29 ans, Elisabeth a été frappée par ce qu'elle pensait être une violente fièvre. On lui ordonna de rester alitée au palais de Hampton Court, mais ses pires craintes se réalisaient rapidement. Elle était atteinte de la terrible variole. Cette maladie virale mortelle est incurable et très contagieuse. Elle commençait par une maladie, et ensuite on observait une éruption cutanée, puis se transformait en petites cloques ou pustules qui se fendaient avant de sécher et de former des croûtes qui laissaient des cicatrices. Bref, ce n'était pas très agréable. Au début, la reine refusait de croire qu'elle avait contracté la variole, mais elle est rapidement devenue si malade qu'elle pouvait à peine parler. Et 7 jours seulement après le début de sa maladie, il était presque certain qu'elle allait mourir. Après tout, environ 30% des personnes atteintes de la variole n'ont pas survécu. Mais Elisabeth s'est miraculeusement rétablie. Dès qu'elle a été en mesure de se lever de son lit de malade, elle a entrepris de restaurer sa beauté d'antan. Elle avait peut-être échappé à la maladie, mais elle gardait un souvenir permanent sous forme de terribles cicatrices dues aux lésions cutanées sur son visage. Elle a donc commencé à couvrir ses marques avec du maquillage blanc, connu sous le nom de céruse vénitienne. Un mélange de vinaigre et de plomb. Oui, du plomb. Vous voyez, la femme de l'époque s'efforçait d'avoir un visage plus pâle car ça symbolisait la jeunesse et la fertilité. Le problème est que les dames laissaient généralement la céruse sur leur visage pendant au moins une semaine, ce qui entraînait inévitablement l'empoisonnement au plomb. À la même époque, les ingrédients, des nettoyants courants pour le visage, comprenaient de l'eau de rose, du miel, des coquilles d'œufs et du mercure, un autre mélange potentiellement mortel. La cerise sur le gâteau mortel était les pigments rouges vifs qu'Elisabeth utilisait sur ses lèvres, qui contenaient d'autres métaux lourds, ainsi que l'eyeliner au col noir et les gouttes dilatantes spéciales pour les yeux connus sous le nom de belladone.
Au fur et à mesure qu'elle vieillissait, Elisabeth appliquait de plus en plus de couches de maquillage sur son visage afin de rester jeune jusqu'à sa mort, le 24 mars 1603. Bien que la cause exacte du décès d'Elisabeth soit inconnue, certains suggèrent un empoisonnement du sang, une pneumonie ou un cancer. On dit qu'elle souffrait de fatigue, de perte de mémoire, de problèmes digestifs ainsi que d'une importante perte de cheveux. Pouvez-vous deviner de quoi il s'agit? Oui, d'un empoisonnement au plomb. Vous parlez d'un visage mortel. Qui était Marie Typhoïde, la première super-infectrice? Avant l'apparition du Covid-19 et de la grippe espagnole, on avait l'histoire sinueuse de Marie Typhoïde. Mary Malone est née en 1869 à Cookstown dans le comté de Tyrone en Irlande. Elle quitte l'Irlande à l'adolescence et dans les années 1900, elle travaille comme cuisinière dans de riches foyers de New York. Elle aimait son poste de responsable du personnel de cuisine dans les maisons de riches familles de Manhattan. Et son plat signature était la glace à la pêche. Mais tout n'était pas si rose. Entre 1900 et 1907, Marie a cuisiné dans les maisons des 7 familles. Dans chacune d'entre elles, des personnes sont tombées malades ou sont mortes. Pourtant, à chaque fois, Marie s'est échappée sans se faire repérer pour prendre un poste ailleurs. Était-elle une meurtrière secrète à la hache? Ou une psychopathe amoureuse du poison? Pas vraiment. Voyez-vous, Marie était une porteuse asymptomatique de la fièvre typhoïde, une infection bactérienne mortelle, mais elle ne le savait pas encore. Un chercheur du nom de George Soper, engagé par la famille d'une des victimes, a identifié Marie comme étant porteuse de la typhoïde, et l'a retrouvée. Au lieu de se rendre, Marie a chassé Soper de sa cuisine avec une fourchette à découper, refusant de croire ses allégations. Mais les autorités new-yorkaises voulaient à tout prix mettre un terme à sa virée mortelle, et en 1907, elles l'ont exilée dans un centre d'isolement situé sur l'île de North Brother, sur la rivière à l'extérieur de New York. Cela semble assez brutal, mais avant l'invention des antibiotiques, c'était le moyen le plus sûr de contenir les maladies contagieuses. C'est ainsi que Mary Malone a été mise à l'isolement. Mais elle n'a pas renoncé. Elle planifia une action en justice, lança une campagne dans les journaux et finit par obtenir la liberté, à condition qu'elle ne travaille plus jamais comme cuisinière. Elle a d'abord travaillé comme blanchisseuse, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle reprenne en cuisine sous une série de pseudonymes. À un moment donné, elle a même travaillé dans les cuisines d'un hôpital. Il est impossible de dire combien de décès ont été causés par Marie Typhoïde, mais certains témoignages suggèrent qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 50. Lorsque les autorités parvinrent à la retrouver en 1915, elle fut renvoyée directement en isolement, où elle resta confinée pendant 23 ans jusqu'à sa mort en 1938. Le véritable paradoxe de cette histoire est que la bactérie de la typhoïde peut vivre dans les aliments froids, mais qu'elle est détruite par la cuisson. Ainsi, si le plat de prédilection de Marie Typhoïde n'avait pas été la glace à la pêche, elle ne serait peut-être pas devenue l'une des plus célèbres super-propagatrices de l'histoire. Les gens du Moyen-Âge ne prenaient-ils vraiment pas de bain? Lorsque vous imaginez une personne du Moyen-Âge, vous vous représentez probablement un paysan malodorant portant des vêtements sales. En fait, l'opinion populaire semble être que personne de cette époque ne se baignait, mais est-ce vraiment réel? Il semble que la plupart des médiévaux étaient en fait très conscients de l'hygiène personnelle de base. Les manuels de santé du Moyen-Âge indiquaient que le lavage des mains et le nettoyage de tout le corps étaient essentiels pour éliminer la saleté et la crasse. Les rois et les nobles pouvaient s'offrir le luxe de se baigner dans une baignoire en bois privé, remplie par des serviteurs à l'aide de cruches et recevant souvent leurs invités de la même manière. Entre-temps, certains monastères riches pouvaient également se faire couler de l'eau et prendre des bains. Les moines de l'abbaye de Westminster étaient même tenus à prendre 4 bains par an, à Noël, Pâques, à la fin du mois de juin et à la fin du mois de septembre. Bien qu'il soit difficile de savoir si ces règles étaient respectées, pour la plupart des gens, cependant, les bains publics, qui étaient populaires dans toute l'Europe, étaient la seule option. Même les plus petites villes pouvaient avoir une salle de bain reliée à la boulangerie locale, car elles pouvaient ainsi utiliser la chaleur des fours. Au XVe siècle, festoyer dans les bains publics était devenu aussi populaire que de sortir du restaurant 4 siècles plus tard. Imaginez un peu que vous dîniez dans un bain rempli d'inconnus nus. Bien que les bains publics étaient très populaires, ils ont progressivement tombé en disgrâce en raison de leur potentiel à encourager les relations illicites. Au XVIe siècle, les bains publics ont rapidement décliné car les gens les évitaient par crainte de maladies comme la peste noire et la syphilis. Les médiévaux n'étaient peut-être pas des experts en hygiène, mais ils savaient certainement une chose ou deux sur les bains. Pourquoi les femmes s'évanouissaient-elles si souvent au XIXe siècle? Si l'on en croit la littérature du XIXe siècle, la plupart des femmes avaient du mal à rester debout pendant toute la période victorienne. Au lieu de cela, elles passaient la plupart du temps à s'évanouir inexplicablement au moindre choc émotionnel ou physique. Il existe en fait plusieurs théories sur la raison pour laquelle ces évanouissements étaient si fréquents.
Tout d'abord, les femmes portaient dès leur plus jeune âge des corsets appelés corsets de lassage serré, pour accentuer les courbes naturelles du corps. Le problème est que ces corsets étaient maintenus par un système de lassage extrême qui causait des ravages sur leur corps. Les côtes étaient déplacées, les poumons écrasés et d'autres organes étaient comprimés ou réorganisés de telle sorte qu'ils étaient impossibles de pomper le sang, de digérer des aliments ou même de respirer. Et si ce n'était pas leur corset torturant qui les faisait s'évanouir dans leur canapé, c'était les couches ridicules de vêtements. Même pendant les mois d'été, une dame portait un corset, des sous-vêtements, un coussinet, une jupe ample, des jupons doublés de cerceaux en acier et un bonnet. En conséquence, de nombreuses femmes avaient trop chaud tandis que d'autres s'évanouissaient tout simplement sous le poids de ces vêtements. Une autre explication plus sinistre de tous ces évanouissements est l'empoisonnement chronique. L'arsenic était utilisé dans presque tout à l'époque victorienne, même si l'on savait qu'il était dangereux. Environ 80% des papiers peints en contenaient, et on trouvait également dans les tissus, les confiseries, les pigments, les peintures, etc. Qui plus est, d'autres substances toxiques comme le mercure et le plomb étaient couramment présents dans le maquillage. Étant donné que pratiquement tout ce avec quoi les femmes entraient en contact dégageait des fumées toxiques, il n'est pas étonnant qu'elles aient présenté les effets d'empoisonnement et s'évanouissant. Cependant, certains ont également fait remarquer que les femmes feignaient souvent de s'évanouir parce que cela était associé à la féminité et donnait une impression de délicatesse aux prétendants potentiels. Mais il existait peut-être une raison plus osée pour laquelle une femme pouvait s'évanouir volontairement, la salle d'évanouissement. Il s'agissait d'une pièce où une femme était envoyée pour s'évanouir ou pour d'autres formes d'hystérie. Elle présentait un avantage particulier. En plus de pouvoir se détendre en paix, les femmes étaient également traitées avec un vigoureux massage pelvien effectué par un médecin ou même par leur propre mari. Ouais. Les gens ont essayé de guérir la peste noire en frottant des culs de poule sur leurs blessures. Entre 1328 et 1351, la peste noire avait décimé un tiers de la population européenne. Les victimes de la peste mouraient généralement en quelques jours, mais pas avant que la multitude de symptômes désagréables de la maladie, soit la fièvre, les vomissements violents, les saignements pulmonaires, les furoncles horribles sur tout le corps, ne fassent de ces derniers jours un enfer sur terre. La maladie était si terrifiante et fatale que les gens étaient sans surprise désespérés de trouver un remède. Bien que les médecins n'aient jamais été en mesure de prévenir ou de guérir la peste pendant cette épidémie, ils ont proposé des idées assez farfelues que beaucoup étaient prêts à essayer. L'une des plus étranges était la méthode Vicary du docteur anglais Thomas Vicary. Pour l'essayer, il fallait s'emparer d'une poule vivante, lui raser le derrière et l'attacher à ses ganglions lymphatiques enflés. Lorsque le poulet tombait inévitablement malade, et qu'il aspirait donc la maladie de la personne, il était lavé et recollé jusqu'à ce que seul le poulet ou la victime survive. Étonnamment, la méthode Vicary était l'un des remèdes les plus populaires contre la peste, bien qu'elle n'ait officiellement guéri personne. Un autre remède aussi farfelu consistait à trouver et à tuer un serpent, à le découper en morceaux et à en frotter les différentes parties sur les bubons enflés. Le serpent étant assimilé à Satan dans toute l'Europe, les gens pensaient que le mal pouvait être utilisé pour faire sortir le mal, c'est-à-dire la maladie du corps. Tout cela ressemble à un tas de balivernes ou à de la sorcellerie pour moi. Qu'est-il arrivé aux cadavres après les grandes batailles de l'histoire ? Tout au long de l'histoire, les humains ont enterré leurs morts. Mais que se passe-t-il lorsque des vies sont perdues à un rythme sans précédent sur le champ de bataille ? Eh bien, cela diffère au cours de l'histoire. Concentrons-nous donc sur les pratiques de différents groupes à différentes périodes importantes. Les Grecs anciens étaient connus pour recueillir et enterrer leurs morts conformément aux coutumes religieuses de l'époque. De plus, ils ne voulaient pas risquer de contrarier les dieux. Pour des raisons pratiques, des fosses communes ou des cénotaphes étaient parfois créées près des villes, afin que les morts puissent être enterrés près de leur lieu de naissance. Ces Spartiates, quant à eux, enterraient leurs morts sur le champ de bataille, à côté de leurs armes et de leurs armures, avec une pierre tombale sur laquelle on pouvait lire « à la guerre ». Cette pratique était en fait considérée comme un honneur particulier, car ceux qui mouraient en dehors des combats étaient enterrés dans des tombes non marquées. Mais tout cela a changé au Moyen-Âge. Au lieu de respecter et d'honorer les morts, il semblait y avoir un mépris total pour ceux qui arrivaient à un soldat après sa mort. Après des batailles comme celle d'Hastings en 1066, les cadavres étaient soit laissés à pourrir sur le champ de bataille, soit empilés en tas gigantesques, le tout après avoir été dûment dépouillés de leurs objets de valeur. Peu de temps après, ils étaient rapidement enterrés dans des fosses communes ou étaient même parfois incinérés en masse. Malgré cela, les fosses communes médiévales sont notoirement introuvables, et seule une poignée d'entre elles ont été examinées par des archéologues en Europe occidentale après avoir été découvertes par hasard. La situation s'est encore aggravée pour des personnes décédées pendant les guerres napoléoniennes. Au cours de cette période,
le pillage des soldats tombés au combat par les habitants ou même par leurs propres camarades était d'une inquiétante banalité. Il est même arrivé que des soldats blessés survivent miraculeusement à leurs blessures pour se réveiller complètement nus sur le champ de bataille. Ils n'attendaient même pas que le corps soit froid. Comme si cela ne suffisait pas, il semble que les corps eux-mêmes étaient parfois tout aussi précieux. En effet, des pilleurs de cadavres parcouraient le champ de bataille à la recherche des corps de jeunes hommes en bonne santé et leur arrachaient leurs dents pour les utiliser comme dentiers. Cette pratique macabre était si courante pendant la bataille de Waterloo en 1815 que les dentiers ont été appelés dents de Waterloo pendant une décennie après la fin de la bataille. Certaines sources suggèrent même que des parties de soldats, comme un pouce coupé, étaient parfois emportées du champ de bataille en guise de sinistres souvenirs. Autre possibilité tout à fait macabre, les os des morts étaient ramassés, broyés pour en faire de l'engrais, puis vendus dans toute l'Europe. Heureusement, ces pratiques odieuses ont rapidement tombé en désuétude. Au cours des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, chaque unité était responsable de l'élimination de ses propres morts, selon des règles individuelles sur la façon dont les charniers devaient être construits. Certaines unités, comme le GRS des États-Unis, étaient même chargées de trouver et d'enterrer chaque soldat tué. Grâce au GRS, de nombreux soldats civils et alliés tombés au combat ont été enterrés avec le soin, l'attention et le respect qu'ils méritaient, et leur emplacement était communiqué aux autorités compétentes. Les médiévaux jetent-ils vraiment des excréments par la fenêtre? Il semble que les médiévaux aient une mauvaise réputation en matière d'hygiène. L'une des choses les plus dégoûtantes qu'on leur attribue est d'avoir jeté leurs propres excréments par la fenêtre bien avant que les toilettes n'existent. Il s'avère toutefois que cette pratique n'était pas aussi courante que les cours d'histoire voudraient le faire croire. Tout d'abord, les médiévaux étaient bien conscients que les déchets humains pouvaient propager des maladies, mais ils ne savaient pas encore comment. De plus, la plupart des bâtiments n'ayant qu'un seul étage, le fait de jeter ses propres excréments par la fenêtre signifiait que l'on finissait par les sentir chaque fois qu'on voulait prendre l'air. Dans le Londres médiéval, les gens étaient responsables de l'entretien et de la propreté de la rue devant leur propre maison, et jeter des déchets humains ou tout simplement des ordures était en fait illégal dans la plupart des grandes villes d'Angleterre. Quiconque était pris en flagrant délit pouvait encourir de lourdes amendes, et si le coupable ne pouvait être identifié, toute la rue était mise en cause. On raconte même qu'un homme a été battu à mort par ses voisins pour avoir jeté de la peau de poisson fumée dans la rue. Pour toutes ces raisons, les gens ne jetaient pas négligemment leurs seaux à merde dans la rue. Il existait même des street rakers, dont le travail consistait à surveiller la chaussée et à s'assurer que les rues restaient relativement propres et exemptes de déchets. Réjouissez-vous que la corvée du samedi n'existe plus, les enfants. Où les gens du Moyen-Âge faisaient-ils leurs besoins? Dans la plupart des maisons sans plomberie intérieure, le pot de chambre, qui était jeté dans une rivière voisine, était l'option la plus populaire. Entre-temps, les maisons plus grandes et plus riches possédaient des latrines fermées, un type de toilette rudimentaire qui menait à une fosse d'aisance profonde et commune. Ouais, c'était une époque vraiment merdique. Lequel de ces faits historiques vous a le plus ébahi? Si vous avez encore besoin de stimuler vos neurones, pourquoi ne pas regarder cette vidéo? Comme toujours, merci de nous avoir suivis.